18h et merci de votre fidélité. Et sans plus tarder, place à l'information de ce mercredi 3 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béard et Lol-Serder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les travaux du TCSP, le transport en commun sur site propre, sont bien lancés. Des travaux qui provoquent la colère de certains riverains et commerçants. On y revient en début de journal. Autre colère, celle des propriétaires à Matoury. Ils ne parviennent pas à vendre leurs biens en raison de la présence de squats sur leurs parcelles. Vous entendrez leurs difficultés dans quelques instants. Au Sénat, Marie-Laure Phinera-Hort a interpellé hier la ministre déléguée en charge du logement. La sénatrice guyanaise s'est intéressée au nombre de logements sociaux qui seront construits cette année dans les Outre-mer mais aussi en Guyane. Enfin, on parlera de Jemima Joseph qui a été mise à l'honneur cet après-midi après sa dernière performance réalisée lors des championnats de France d'athlétisme en salle en 2021. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, de plus en plus d'ouvriers et de tractopelles sur le boulevard de Cayenne. Oui, depuis plusieurs semaines, vous l'avez sans doute constaté, des tronçons de chantier apparaissent à Cayenne. La raison, les travaux de la construction du TCSP, le transport en commun sur site propre. D'ici 2 mois, l'ensemble des 10 km de ligne du futur bus de l'agglomération sera en travaux et ceux-ci vont durer 2 ans. Alors depuis les débuts des travaux, les responsables du projet font face à une levée de boucliers des riverains, mais aussi des commerçants en charge des commerçants de Cayenne, pour Frédéric Dutour, directeur d'Ibis Construction en charge de la réalisation du TCSP, tout est mis en œuvre pour aider les professionnels à passer cette période de travaux dans les meilleures conditions. C'est pas le but d'empêcher les commerçants de travailler. La seule problématique, c'est que pour pouvoir réaliser ces travaux qui sont réalisés de façade à façade, on reprend l'intégralité de la largeur et il faut aussi maintenir en même temps des circulations de voitures. Il est clair que les stationnements sont limités à leur strict nécessaire parce que pour pouvoir réaliser des stationnements neufs, il faut les supprimer d'abord. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc les commerçants ont bien sûr toujours la possibilité de travailler, on les empêchera jamais. Dans le cadre où la largeur n'est pas suffisante pour pouvoir réaliser les travaux et permettre la circulation, on est obligé de fermer, mais les accès piétons sont toujours possibles, dans tous les cas de figure. Frédéric Dutour, directeur d'Ibis Construction, en charge de la réalisation du TCSP, il répondait à Clément Buzalka. L'hôpital de Kourou a un nouveau directeur par intérim. Il s'appelle Bernard Reurich. Il a travaillé en Guyane de 2016 à 2017 en tant qu'administrateur provisoire de l'hôpital de Cayenne. Pour rappel, après le rejet de la convention de direction commune avec le CHC, Christophe Robert, également directeur du CHC, avait démissionné de cette chefferie par intérim. Dans l'actualité du coronavirus, la Guadeloupe va introduire un couvre-feu à compter du dimanche 7 mars pour faire face à la progression du variant britannique Covid-19, particulièrement contagieux, et à la détection d'un autre variant, a annoncé hier son préfet Alexandre Rochat. Des propriétaires de terrain empêchés de vendre leurs biens. Oui, à cause d'habitations illégales installées sur leur terrain, plusieurs propriétaires de parcelles sur la commune de Matoury ne peuvent pas vendre leur bout de terre situé sur une zone dissimulée depuis la route. Pourtant, ils ont bien envie de s'en séparer. Ils ont même déjà trouvé preneur, mais les squats bloquent tout. Propriétaires et promoteurs se sont retrouvés hier près des terrains. Florian Royer est allé à leur rencontre. Colère et désarroi parmi les propriétaires réunis hier près de leur terrain. Joseph Volumeni possède une des parcelles et impossible pour lui de la vendre. Les promoteurs sont hésitants, étant donné le flou qui règne dans les décisions de justice et la possibilité d'évacuer les terrains pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Je les comprends, ils sont frileux. Cela fait plus de 10 ans maintenant que le problème persiste sur ce secteur. Pour Joseph Volumeni, ces terrains se sont transformés en gouffres financiers. Pour chaque contentieux, il faut payer huissier, avocat, frais pour la démolition. Les impôts continuent à envoyer du foncier et quand il y a une maison, ils envoient du bâti. Des promoteurs s'intéressent à ces terrains pour des projets futurs, mais la présence d'habitations illégales bloque tous les processus et pas de vente, pas de projet.
Olivier Mantez est président d'une société immobilière candidate à l'achat. Au vu du nombre d'illégals et de squats sur ce projet-là, nous sommes en train de répertorier les parcelles qui pourront être utilisées, parce qu'imaginez bien où les parcelles qui sont complètement squattées ne sera plus possible. Donc on est en train d'identifier les parcelles encore possibles à aménager et nous allons proposer très rapidement un projet urbain de ces parcelles-là. Là aussi, de l'argent a déjà été investi. On commence des études, donc dès qu'on commence des études, on met de l'argent dedans. Les 140 hectares du secteur sont classés OIN, Opération d'intérêt national. L'établissement public foncier de la Guyane est donc acteur des projets qui s'y trament, mais il ne peut rien entreprendre contre les squatteurs. Tout cela est du ressort des propriétaires actuels, rappelle son directeur Denis Giroux. Quand nous on achète les terrains, il faut qu'ils soient libres de droit et donc de squatteurs. C'est la responsabilité du propriétaire, s'il veut les vendre, d'expulser les gens qui squattent sa propriété. Et ce problème n'est pas isolé. D'autres OIN en Guyane sont ralentis par la présence d'habitations illégales. Les partis souhaitent maintenant des actions de l'État ou de la justice pour leur permettre de mener leur projet à bien. Rodolphe Alexandre conteste les méthodes du dernier recensement de la population. Oui, dans un courrier adressé à l'INSEE et au ministre de l'Économie, le président de la CTG déplore une sous-estimation du décompte de la population guyanaise. Au 1er janvier 2018, la population était de 276 128 habitants. Selon l'exécutif territorial, ce chiffre ne tient pas compte des populations en situation illégale et ne reflète donc pas la réalité de la population du territoire, dont les collectivités locales ont tout de même la charge. Rodolphe Alexandre appelle ainsi à un changement du mode de calcul lors du prochain recensement. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béhari-Lolsirder. Yvan Goua convoqué au commissariat de police. L'association Trop Violence s'est mobilisée ce matin en soutien à sa porte-parole. Ils étaient une quarantaine de personnes devant le commissariat de police de Cayenne. Yvan Goua était convoqué pour répondre d'un outrage présumé à une personne dépositaire de l'autorité publique. Des faits qui remontent au 21 juillet 2020. L'audition a duré près de 4 heures. À l'issue, Yvan Goua s'est vu remettre une convocation au tribunal correctionnel le 9 septembre prochain. Marie-Laure Phinera-Horth interpelle la ministre déléguée en charge du logement. Oui, à l'occasion d'un débat hier au Sénat intitulé « Comment construire plus et mieux », la sénatrice a mis en avant les retards en matière de construction de logements en Guyane et dans les Outre-mer en général. Marie-Laure Phinera-Horth a souhaité connaître quelle part des 250 000 logements sociaux prévus par l'État sera réservée au territoire ultramarin. Le 2 février dernier, vous avez fixé, Madame la Ministre, un nouvel objectif à l'ensemble des acteurs. Aussi, avec le soutien financier de l'État, 250 000 logements sociaux pourraient être construits dans les 2 ans à venir. Si nous pouvons nous satisfaire de cet objectif ambitieux, mon interrogation se porte sur la part de logements sociaux prévus en Outre-mer. Comme vous le savez, ces territoires font face à des besoins grandissants liés aux flux migratoires, aux mutations culturelles telles que la préférence pour l'habitat individuel, au phénomène de la décohabitation, à la prégnance de la précarité et surtout à une forte demande de logement social exacerbée par la crise sanitaire, avec 80% des ménages d'outre-mer éligibles au logement social contre 66% dans l'Hexagone et près de 70% d'entre eux situés sous les plafonds de ressources ouvrant droit à des logements très sociaux contre 29% dans l'Hexagone. Aussi, Madame la Ministre, sur les 250 000 logements sociaux que vous prévoyez de construire, quelle sera la part accordée aux territoires ultramarins qui font également face à une pénurie de logements sociaux? Je vous remercie. Écoutez la réponse d'Emmanuelle Vargon, la ministre déléguée en charge du logement, qui précise ses objectifs en matière de logements sociaux en Outre-mer. L'État s'engage et accompagne particulièrement les territoires d'outre-mer sur ces questions de logement et d'aménagement. La production et la réhabilitation de logements sociaux sont financées par la ligne budgétaire unique sur le programme 123 du ministère des Outre-mer qui finance en gros 10 000 logements par an, des logements sociaux, mais aussi des logements neufs de l'accession sociale. Et pour 2021, les crédits sont de nouveau en nette hausse à plus de 240 millions. Les 5 000 à 6 000 logements sociaux qui sont financés chaque année dans les DOM s'inscriront dans le cadre de l'objectif de 250 000 que nous avons fixé. Comme vous le savez, ces objectifs quantitatifs précis sont donnés territoire par territoire dans le cadre des plans de logement outre-mer. Le plan d'investissement volontaire d'Action Logement, qui prévoit 1,5 milliard consacré au logement en outre-mer, s'inscrit dans cette territorialisation. Au-delà donc de l'objectif global de production de logements sociaux en outre-mer, qui doit être aussi ambitieux qu'en métropole, il est nécessaire de poursuivre et de préciser ce travail de territorialisation. Et avec mon collègue Sébastien Lecornu, nous y serons particulièrement attachés. Et puis pour terminer ce journal, nous allons parler de
de nos sportifs guyanais. Nous allons commencer avec Jemima Joseph qui est mise à l'honneur cet après-midi. Oui, la jeune vice-championne de France Espoir s'est illustrée au championnat de France en salle il y a 10 jours, notamment sur la finale de 200 mètres où elle a terminé deuxième de sa catégorie, mais aussi sur les séries du 200 mètres et du 60 mètres. Alors aujourd'hui, elle était mise à l'honneur à l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau à Cayenne, devant les élèves, des représentants de la Ligue et élus de la CTG en charge du sport. Le directeur a érigé en exemple celle qui est élève à l'Institut et qui mène de front un BTS. Elle revient sur les derniers championnats, sur ses objectifs futurs. Et vous l'entendrez, il n'y a pas que les JO. Alors, donc on va poursuivre ce journal. On termine avec du foot. On entendra sûrement Jemima Joseph dans nos prochaines éditions demain matin. Alors on termine avec du foot. Le Guyanais Donovan Léon a été désigné meilleur joueur du mois de février de l'AJ Auxerre. Les supporters du club ont élu le gardien de but pour ses arrêts décisifs lors des derniers matchs en Ligue 2. Alors face à Toulouse d'abord, avec 4 arrêts clés dans un pénalty arrêté, Donovan Léon a aussi été salvateur face à Ajaccio et à Guingamp. Merci beaucoup Arnaud Béarry-Lolsiarder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dès 5h dans les matinales. Vous êtes de retour demain à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.